Bon, je vous propose que l'on commence, puisqu'il est presque l'heure. Donc, je me présente, Nicolas Bouillant. Je dirige l'Observatoire de l'innovation locale de la Fondation Jean Jaurès, donc qui travaille, comme son nom l'indique, sur les innovations locales, sur l'égalité des territoires, sur la démocratie locale, enfin donc sur tout un nombre de sujets. Donc on a des essais, on a des notes que vous retrouverez sur le site de la Fondation, et on organise une fois par trimestre une conférence, un atelier plus qu'une conférence, puisque c'est des sujets locaux. Donc c'est des sujets qui concernent plutôt les élus locaux, mais on souhaiterait que ces sujets puissent être abordés aussi dans des cercles un peu plus larges. Et donc voilà, donc là on est donc donc on a fait un atelier sur la coproduction entre le public et le privé en janvier. Et donc là on est donc sur notre second atelier qui va donc parler du budget participatif. Est-ce que c'est une révolution citoyenne? Donc on a la chance d'accueillir 3 intervenants qui connaissent particulièrement bien ces sujets. Madame Véron, Pauline Véron, que ici je pense beaucoup connaissent, qui est donc alors adjointe à la maire de Paris, chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la jeunesse, de l'emploi. J'espère que je n'ai rien oublié. Et de la vie associative. Voilà. J'ai Loïc Blondiot, qui est professeur à l'université Paris 1, spécialiste des questions politiques et spécialiste des budgets participatifs et plus largement de la démocratie participative. Et j'ai à mes côtés Antoine Bézard, qui est le créateur et l'animateur du site qui s'appelle lesbudgetsparticipatifs.fr. Voilà donc cette courte introduction. Je vous propose donc que cette soirée se déroule en 2 temps. Donc un premier temps, donc les 3 intervenants vont intervenir. Donc on va d'abord parler peut-être de l'expérience qui se passe ici, puisqu'on a la chance à Paris d'avoir une expérience très importante, qui fonctionne très très bien. Et on a la chance d'avoir la personne qui a donc lancé cette initiative, en tout cas, et qui gère cette initiative. Puis on ira peut-être sur un focus un peu plus large, grâce à Antoine Bézard. Puis on aura Loïc Blondiot qui pourra relier justement ce budget participatif avec l'ensemble de la démocratie participative. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose donc d'écouter Pauline Véron. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Paris s'est lancé dès l'élection d'Anne Hidalgo dans l'expérience d'un budget participatif à grande échelle, avec un choix d'entrée de jeu, de le faire sur tout Paris, dans tous les arrondissements, et avec un budget important sur tous les sujets, à condition que ce soit des projets d'investissement. Cette idée est venue d'une expérience déjà acquise à Paris de la participation citoyenne à travers les conseils de quartier qui avaient été mis en place par Bertrand Delanoë, à travers Anne Hidalgo qui était adjointe chargée de l'urbanisme et qui avait mis en place beaucoup de réunions de concertation sur les projets d'aménagement urbain. Et donc sa volonté en tant que maire d'aller un peu plus loin encore dans la participation citoyenne et en annonçant dès sa campagne son souhait de mettre en place un budget participatif sur le modèle de budget participatif qui existe déjà en Amérique du Sud, à New York, à Lisbonne ou ailleurs en Europe. Alors on est partie de l'expérience aussi qui existait dans quelques arrondissements à Paris avant cela, de cette participation citoyenne, et on a construit ce budget participatif en se disant d'entrée de jeu qu'on allait progresser en marchant, c'est-à-dire qu'on se lançait dans cette expérimentation et qu'on allait quelque part co-construire le budget participatif avec les gens qui allaient participer à ce budget participatif en ajoutant et en modifiant, en améliorant le dispositif année après année. Et donc, chaque année, il y a eu des évolutions depuis 3 ans dans ce budget participatif. L'objectif de ce budget participatif, c'est, comme je l'ai dit, d'aller plus loin dans la participation citoyenne
en étant dans une démarche ascendante et non pas seulement descendante, c'est-à-dire de mettre en place des dispositifs où ce sont véritablement les citoyens qui proposent les projets et ce ne sont pas simplement donc les élus qui proposent des projets et qui consultent les habitants sur les projets, mais que ce sont bien des projets qui sont proposés, construits, on essaye le plus possible, j'y reviendrai, par les habitants eux-mêmes et qu'ensuite les élus, en quelque sorte, mettent en œuvre. Et donc, c'est ce changement de perspective qui est très important pour nous et qui, je pense, marque une étape dans la manière de faire participer les citoyens à la politique municipale et d'être véritablement dans une co-construction et même à l'initiative des projets. L'objectif derrière cela, c'est bien sûr d'améliorer les projets, de pouvoir mettre en œuvre des projets, lorsque l'on consulte les habitants, eh bien, des projets qui répondent le mieux possible à leurs aspirations, à leurs attentes d'usagers de la ville, de pouvoir éventuellement faire évoluer un aménagement urbain, parce qu'on sait que quand on passe avec une poussette de cette façon-là, ou lorsqu'il y a des vélos qui arrivent de telle rue, chose que les ingénieurs ne peuvent pas toujours voir sur leur plan. Mais donc avec le budget participatif, c'est aussi des propositions qui viennent des habitants qui vivent leur ville, qui au quotidien se disent « tiens, si ma rue était aménagée un petit peu plus comme ci ou comme ça », la qualité de vie s'en ressentirait. Et puis, à travers ce dispositif, c'est aussi la volonté d'essayer de renouer le lien entre les citoyens et les élus dans une période où nous sommes confrontés à une très grande défiance vis-à-vis des élus. Peut-être un petit peu moins les élus locaux que les élus nationaux, mais tout de même. Et donc, nous pensons, à travers ces dispositifs, recréer du lien, recréer, si possible, de la confiance en créant un contexte de transparence dans lequel les citoyens vont voir comment sont prises les décisions, quelles sont les contraintes budgétaires, techniques, financières, juridiques, et si on comprend pourquoi parfois on doit faire des arbitrages, et donc d'être vraiment mis en situation la plus près possible de celle que vivent les élus, et du coup aussi d'instaurer un rapport entre les citoyens et les élus qui soit un peu différent, parce qu'on peut être amené dans une pièce à travailler ensemble, je dirais dans une relation d'égalité avec les techniciens, les ingénieurs, les administratifs, les élus, les citoyens. Et derrière ça, il y a aussi, de façon assumée par Anne Hidalgo, l'idée qu'on peut aussi avoir un rapport et un rôle d'élu qui soit différent de celui qui était conçu auparavant, peut-être par les générations d'élus précédentes. Et donc, de contribuer à notre façon, en tant qu'élus de la ville de Paris, à un autre rapport entre les citoyens et les élus, et donc à une autre démocratie qui soit plus en contact, en lien continu entre les élus et les citoyens, et pour reprendre certaines expressions, qui ne plus être dans une démocratie intermittente, où on est seulement en lien au moment des élections, mais dans une démocratie plus continue, plus vivante tout au long du mandat. Alors, ce budget participatif, aujourd'hui, le budget participatif de la ville de Paris, c'est le plus grand budget participatif au monde, de par les moyens qui y sont consacrés. Alors, évidemment, on est une grande ville, mais quand on regarde l'euro consacré par habitant, si on veut faire des comparaisons avec d'autres villes qui mettent de l'argent à proportion de leur budget, on est quand même en euros par habitant la ville qui met le plus d'argent de côté pour réaliser les projets mis en œuvre par les habitants. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de projets ambitieux. Et on est aussi le budget participatif le plus important au monde de par la participation. Aujourd'hui, on a 160 000 Parisiens qui ont voté en budget participatif. Quand on regarde, ça fait à peu près 7% des Parisiens, ce qui est, en comparaison avec d'autres villes, un chiffre intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la progression d'année en année. On est en train de monter en charge dans ce budget participatif. Il y a encore beaucoup de Parisiens qui ne le connaissent pas. Et notre objectif à nous, c'est vraiment de le faire connaître, que les gens s'en saisissent. Et donc, c'est aussi notre objectif d'en faire un budget participatif qui soit le plus inclusif possible, avec notamment une attention particulière qui a été donnée aux quartiers populaires, avec un dispositif qui fait qu'une partie de l'enveloppe budgétaire
est réservé pour des projets qui doivent être, qui sont proposés et réalisés dans les quartiers populaires de Paris, en prenant comme définition des quartiers populaires les quartiers politiques de la ville ou en veille, un tout petit peu plus largement entendu. Donc aujourd'hui, on a quand même 30 millions d'euros pour ces quartiers populaires et on a accompagné cette volonté de ce que ce budget participatif et ce rendez-vous avec les quartiers populaires en faisant en sorte aussi de soutenir des associations par des subventions, des associations qui interviennent dans ces quartiers-là pour accompagner les habitants dans leur démarche de proposition de projets, pour être sûr que les habitants de ces quartiers-là proposent des projets pour leur quartier, puisqu'il y a une enveloppe spécifique qui était dédiée pour leur réalisation. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas de projet dans ces quartiers. Comme ce n'est pas nous qui déposons les projets, on s'est dit qu'il fallait s'appuyer sur les associations locales, les associations de quartier qui accompagnent les habitants pour proposer des projets pour leur quartier. Donc on continue ce dispositif qui, l'année dernière, a bien fonctionné puisqu'on a eu beaucoup de projets dans les quartiers populaires et l'enveloppe de 60 millions d'euros qui a été utilisée pour des projets dans les quartiers populaires. C'est aussi pour ça qu'on a maintenu au-delà du vote électronique, parce que bien sûr, le budget participatif peut se mettre en place parce qu'il y a ce numérique qui donne un impact et une dimension beaucoup plus forte au dispositif de participation citoyenne. Mais on a fait toujours attention aussi de bien continuer à respecter le fait qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent continuer à se faire en lien avec les gens, dans des réunions où les gens se voient, se parlent, échangent, discutent sur les projets, puissent déposer leurs projets et aussi puissent voter tout simplement dans des urnes. Donc on a maintenu des urnes dans tous les quartiers de Paris pour que les habitants puissent à la fois voter dans des urnes et voter sur Internet. Et quand on regarde les résultats, on voit que, par exemple, l'année dernière, il y a eu plus de votants dans les urnes, donc de façon plus classique, avec un bulletin papier, dans des urnes qui étaient mises dans des équipements municipaux ou sur des marchés, dans des espaces de passage, plus de votes papier que de votes numériques. Et puis après, quand on regarde les votes numériques, on voit qu'évidemment qu'il y a plus de votes des jeunes, notamment par la voie électronique, que par voie papier. Donc c'est intéressant de maintenir ce mixte entre vote papier et vote électronique pour être sûr que l'ensemble de la population, quels que soient les quartiers, quel que soit l'âge, peut se saisir du dispositif en fonction de son profil et de ce qu'il souhaite faire. Alors ensuite, ce budget participatif, on a vraiment essayé de l'étendre à toutes les sphères de la vie quotidienne des Parisiens. On a fait le parti pris de ne pas réserver ce budget participatif à certaines thématiques. On aurait pu faire un budget participatif uniquement pour l'aménagement urbain ou uniquement pour le sport ou pour la culture, en variant les thématiques chaque année. Nous, on est parti du principe que les choses étaient très ouvertes et qu'ils pouvaient proposer ce que eux, Parisiens, estimaient être le plus prioritaire pour eux, et donc de ne pas choisir exprès les thématiques, mais de les laisser aller eux-mêmes sur les thématiques qu'ils souhaitaient. Et puis ensuite, on l'a étendu aux écoles et aux collèges. Donc là, on a fait vraiment une expérimentation, je pense, assez exemplaire, où on a proposé à toutes les écoles de Paris un catalogue de projets sur lesquels les enfants ont voté. Et on a proposé aux professeurs des écoles, finalement, un exercice de démocratie et d'éducation civique grandeur nature, avec des enfants qui ont débattu sur le choix des thématiques, puis une fois que la thématique était choisie, quel projet ils allaient voter dans la thématique. Moi, j'ai vu des ateliers avec des enfants qui avaient fait des affiches électorales dessinées pour défendre leurs projets dans l'école, des débats entre classes avec des maîtres qui donc pouvaient ainsi accompagner et ensuite le dépouillement, le résultat du vote, la mise en œuvre. On a 60 000 enfants qui ont voté
concrètement l'année dernière dans les écoles et dans les collèges. Et donc, on va donner l'année prochaine une dimension encore un peu plus forte à ce budget participatif, notamment dans les collèges, pour faire en sorte que les jeunes aient ce premier exercice de vote. Et quand on fait voter, notamment devant les lycées, parce qu'il n'y a pas de condition d'âge pour voter au budget participatif, ni de condition de nationalité, puisque c'est un budget participatif qui a vocation à inclure l'ensemble des Parisiens, pour aussi, derrière ça, avoir le sentiment d'appartenance à une communauté, à une collectivité très ouverte, qui est la ville de Paris, avec tout ce que ça implique derrière de mixité sociale, de mixité culturelle, et de faire en sorte que nous sommes tous des Parisiens et nous avons tous un usage de cette ville et envie de l'améliorer. Quand nous mettons des urnes à la sortie des lycées, moi j'ai vu à quel point les lycéens, qui souvent n'ont pas encore tout à fait le droit de vote, se saisissent de cet outil pour voter, pour s'exprimer pour des projets pour leur quartier. Cette année, on l'a étendu aux bailleurs sociaux. On a proposé notamment à Paris Habitat de prévoir un budget participatif pour que des résidents, des habitants de certaines résidences de logements sociaux puissent faire des propositions pour leurs résidences qui sont ensuite votées par les personnes qui habitent la résidence pour des améliorations notamment de l'espace public et des parties communes. Et puis on s'est lancé aussi cette année dans un budget participatif, dans le cadre du budget participatif, un budget participatif avec la RATP, en se disant, en proposant à la RATP que des projets qui portaient sur le métro, les bus, puissent être examinés dans le cadre de notre budget participatif. Et on a eu plus de 100 propositions de Parisiens d'aménagement de quais de métro, d'aménagement d'applications pour le métro ou le bus. Et donc, on va voir ce que ça donne, parce que là, on expérimente cette année. Et comme je vous le disais, on est vraiment dans un dispositif où chaque année, on tire le bilan avec les gens aussi qui ont participé au budget participatif pour voir comment aller plus loin, comment améliorer le dispositif. Pour améliorer le dispositif, et après je dirais peut-être un mot sur effectivement les perspectives encore que l'on a d'amélioration, on essaye d'associer le plus possible les porteurs de projets, ceux qui déposent les projets sur la plateforme numérique. On voit que souvent il y a des projets qui se ressemblent, des projets, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même un peu le même objectif, ou sur un même quartier. Donc on organise maintenant des ateliers de co-construction physique. On convie les gens qui se sont manifestés sur la plateforme numérique et on leur propose de participer à des ateliers pour essayer de faire en sorte que leurs différentes idées aboutissent à un projet commun, réfléchi ensemble avec un peu plus d'intelligence collective, avec aussi les ingénieurs de la ville qui commencent un petit peu à leur donner des éléments sur la faisabilité du projet avant que véritablement ce projet soit instruit par les services de la ville quant à sa faisabilité, son coût, et éventuellement ensuite soit soumis au vote. Donc on essaye d'introduire du collectif au-delà de la dimension numérique pour essayer de montrer aux uns et aux autres que quand même ce budget participatif, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on débat ensemble de choses qui nous concernent dans notre quotidien, qui concernent notre ville. L'objectif cette année, c'est d'aller plus loin dans cette co-construction avec les Parisiens qui participent au budget participatif, parce que l'enjeu, c'est aussi la mise en œuvre des projets de façon collective et d'associer ceux qui ont proposé le projet, qui l'ont fait voter, comment ensuite, nous, on le met en œuvre avec les services techniques de la ville et les citoyens. Et donc, on a commencé à le faire sur le projet qui est arrivé en tête des votes cette année, qui était le projet pour les SDF. On a réuni tous ceux qui avaient proposé, ceux qui avaient été à l'origine de ce projet, parce que c'était plusieurs propositions qu'on avait regroupées en un projet global pour les SDF. Et on est en train de travailler avec eux. Les services, ils vont rencontrer les services de l'État, les services de la ville, les services sociaux, des architectes, et d'être complètement associés, véritablement, comme je le disais tout à l'heure, mis à la place des élus, aux côtés des élus, parce qu'il y avait ma collègue Dominique Versini qui était présente également, faire en sorte qu'on soit dans quelque chose de co-construit, de collectif, tout au long de la chaîne de prise de décision. Alors pour la suite, je pense que effectivement, le succès de ce budget participatif, c'est bien sûr réussir à mettre en œuvre tous les projets qui ont été votés. On en est à 416 projets depuis 3 ans, donc ça demande un gros travail pour les services de la ville. Donc pour nous, en interne, à la ville de Paris, ça a été
un gros travail de réorganisation du travail, mais j'y reviendrai, l'impact que ça peut avoir sur les grosses structures administratives que ce type de dispositif. C'est intéressant en termes aussi d'action publique. L'impact concret pour l'administration. Mais donc, c'est réaliser les projets, mais c'est aussi, je crois, moi, beaucoup, comment faire pour que les citoyens qui participent au budget participatif eux-mêmes se saisissent du budget participatif pour inviter les autres Parisiens à participer au budget participatif. Je pense que nous, Ville de Paris, on peut s'améliorer dans la communication, on peut continuer évidemment et on le fera pour que les gens participent plus. Mais je crois que la clé du succès, c'est l'horizontalité aussi dans la façon dont les gens viennent au budget participatif. Que ce ne soit pas une sorte d'injonction des élus ou de la structure, la municipalité, mais que ce soit parce que des habitants vont dire à d'autres Parisiens, tu sais, il y a le budget participatif, tu devrais proposer ou tu pourrais proposer, etc., que ça va diffuser dans la société d'une façon qui donne envie aux gens d'y participer et justement de sortir de ce lien un peu descendant pour être dans l'horizontalité. Et je pense que c'est l'enjeu qui est devant nous pour la ville de Paris. Merci. Merci vraiment de cette intervention qui montre vraiment l'importance et le changement qu'apporte le budget participatif et l'importance de cet exemple ici à Paris. Donc je vous propose maintenant d'écouter Antoine Bézard qui va montrer, est-ce que cet exemple qui fonctionne très bien ici, est-ce qu'il y a d'autres exemples en France? Est-ce que ça devient vraiment cette révolution telle qu'on souhaiterait qu'elle le soit? Alors je ne sais pas si ça marche en France, mais mon micro, je ne sais pas s'il marche. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc je suis Antoine Bézard, je m'occupe du site, j'anime le site lesbudgetsparticipatifs.fr. Je suis par ailleurs communicant public depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et voilà, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir si les budgets participatifs sont une révolution citoyenne. Alors un budget participatif, ça fonctionne selon un principe, c'est vous décidez, nous réalisons. Ce principe, en fait, il a deux objectifs. D'une part, c'est pour le politique d'essayer de renouer un lien de confiance avec le citoyen. Et pour les citoyens, c'est d'être associés davantage à la décision publique. C'est une demande qui est assez forte dans la population. Et qui explique aussi pourquoi depuis 2014, en fait, depuis les dernières élections municipales, on a un nombre de budgets participatifs qui a quasiment sextuplé. On était à 6 budgets participatifs avant 2014, on est aujourd'hui à 34 budgets participatifs en France, sans compter ceux qui sont dans les cartons actuellement et qui sont en projet. Donc la question, c'est de savoir aussi, là je l'ai un peu défloré, mais est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'on est sur un renouveau ? Un budget participatif, généralement, il se construit autour de 5 grandes étapes. La première, c'est les élus qui vont décider de le faire, de monter un budget participatif, d'apporter un montant pour ce budget participatif. Dans un deuxième temps, les citoyens vont être appelés à déposer des projets sur une plateforme, généralement. Troisième temps, les services sont amenés à analyser ces projets pour vérifier s'ils sont en lien avec les règles du budget participatif. Quatrième temps, le vote, donc qui est très important puisque c'est à ce moment-là que les citoyens s'expriment sur les réalisations à venir. Et donc, cinquième temps, la réalisation. Alors, pour autant, est-ce que ce modèle qui s'est diffusé en France depuis 2014, peu ou prou avec quelques variantes, est un modèle, on va dire, universel ? Quand on regarde ce que c'est qu'un budget participatif, finalement, c'est un budget qui associe les citoyens à la décision publique, à l'orientation budgétaire. Et quand on s'intéresse en fait au premier budget participatif qui existait, alors là je vais quitter un peu la France pour aller au Brésil, à Porto Alegre en 1989, on n'était pas sur ce même modèle, puisque l'idée c'était d'abord d'associer on était sur un modèle qui était un peu différent de celui qu'on a en France, c'était d'associer en fait les citoyens, et notamment les citoyens des quartiers populaires, à la décision publique. Ce qui se passait, c'est que le maire qui a été élu à cette époque-là était un maire du Parti des travailleurs. Et donc, forcément, pour lui, la priorité, c'était d'essayer de réorienter les ressources publiques vers les quartiers les plus défavorisés. Il avait aussi un autre problème, c'est qu'il était maire Parti des travailleurs et qu'il avait en face de lui une assemblée municipale qui n'était pas de son bord. Donc, il avait besoin aussi d'avoir quelque part une force supplémentaire pour pouvoir faire passer ces décisions des quartiers populaires. Donc le budget participatif est né à cette époque-là sur un modèle qui est le suivant. Dans une première partie, les habitants étaient réunis en assemblée dans les quartiers. Ils définissaient des priorités
Ces priorités ensuite étaient confiées à des délégués qui allaient négocier entre eux, si vous voulez, les priorités. Et puis, on élaborait des projets. Ces projets étaient ensuite décidés par la suite et réalisés. C'est un modèle pyramidal, si vous voulez. Et ce modèle pyramidal, c'est le modèle qui a beaucoup inspiré les modèles qu'on a eus en France au début, à la fin des années 90 et dans les années 2000, où, si vous voulez, l'idée, c'est de se baser sur les conseils de quartier. Il y a un budget participatif dont je vais vous parler, c'est le budget participatif de Saint-Denis. Saint-Denis était à l'époque dirigé par Patrick Braouezak. Patrick Braouezak a rencontré, lors de la conférence ONU Habitat de 1996 à Istanbul, son homologue donc, de Porto Alegre. Et ça lui a donné des idées. Il s'est dit, ça va être l'occasion pour moi de redonner du souffle en fait, à ma démocratie de proximité. Cette démocratie de proximité, qui donc est basée sur les quartiers, c'est donc ces conseils de quartier a longtemps servi, si vous voulez, de base en fait au budget participatif. Ça s'est développé dans les années, à la fin des années 90 et dans les années 2000 en France notamment. Et puis le problème en fait qu'on peut noter, c'est que quand on s'appuie uniquement sur les assemblées de quartier, on n'associe pas tous les citoyens. Donc il y a eu un petit essoufflement, il y a eu aussi des alternances politiques qui ont fait que les budgets participatifs qui sont nés à cette époque-là, beaucoup ont disparu et ou se sont peu à peu essoufflés et sont morts de leur belle mort. Donc on était sur un modèle qui était pyramidal, on était sur une nouveauté et aujourd'hui on assiste finalement à un renouveau depuis 2014 puisque une nouvelle donnée est entrée en scène, c'est Internet tout simplement, avec les civic tech. Et l'un des premiers budgets participatifs, ce n'est pas le premier, mais qui a marqué sur ce sujet, c'est celui de Lisbonne en 2008. Il faut savoir qu'à Lisbonne, pour la petite histoire, en fait, le maire qui a été élu en 2008 était Antonio Costa, qui aujourd'hui est Premier ministre portugais, qui s'apprête d'ailleurs à lancer un budget participatif national. Et il a été très mal élu à l'époque parce qu'il s'était élu dans une élection partielle où il affrontait un candidat de droite et un deuxième candidat de droite qui, en fait, avait été obligé de démissionner à cause des affaires, mais qui s'est quand même représenté malgré tout, comme quoi ça arrive. Et de ce fait-là, il avait besoin, si vous voulez, avant les élections qui allaient arriver très rapidement, de pouvoir se légitimer et puis de pouvoir emmener un peu les gens avec lui, parce qu'avec 64% d'abstention, vous avez une légitimité qui est assez faible finalement. Donc il a pas créé le premier budget participatif portugais, mais il a créé un budget participatif de capital, ce qui n'est pas une nouveauté, mais ce qui était important à l'époque. Et il a adopté donc une plateforme de ce qu'on appelle aujourd'hui la civic tech, à l'époque on appelait la e-démocratie. Et en gros, on est passé d'un modèle pyramidal à un modèle horizontal, c'est-à-dire que auparavant les citoyens participaient à différents échelons, puis donnaient leur pouvoir à un délégué. Là, on est passé sur un mode où chacun peut proposer et chacun peut voter. Finalement, il n'y a plus de... chacun a le même pouvoir, c'est une égalité parfaite. Les autres avantages en fait, on va dire des civic tech, c'est non seulement cette façon de travailler qui est donc horizontale, mais c'est aussi que tout simplement, aujourd'hui, quand vous demandez aux gens pourquoi ils participent peu au conseil de quartier ou aux réunions publiques, c'est par manque de temps. Et la civic tech permet d'avoir un engagement plus ponctuel, un engagement plus choisi en fait sur les thématiques de démocratie locale. Donc c'est un avantage certain, et cet avantage certain, si vous voulez, il vient s'ajouter donc aux deux points que je donnais en introduction. On a à la fois des citoyens qui veulent davantage participer à la décision publique, et non plus dans une démocratie intermittente, comme vous le disiez, Pauline. Et par ailleurs, on a des élus qui veulent renouer un lien de confiance, donner une réponse en fait, au discrédit qui peut les frapper, qui est souvent justifié. Et puis enfin, on a les civic tech qui sont un outil qui sont adaptés pour ce mode de démocratie. Donc on est sur une sorte d'alignement des planètes, on va dire, qui facilite aujourd'hui la participation, qui facilite surtout le développement des budgets participatifs en France, puisque je vous le disais, aujourd'hui on en a 34. Je vais vous faire rapidement un petit panorama. Donc je ne vais pas parler de 34 budgets participatifs français, bien évidemment. L'idée, c'est surtout qu'on a dans ces 34 villes des budgets participatifs très différents, des villes très différentes. On a aussi bien des villes qui sont, comme Paris, capitale, donc plus de 2 millions d'habitants, mais on a aussi une ville de 2000 habitants qui a un budget participatif. On a aussi bien des villes, on va dire des métropoles, comme Rennes également, ou Grenoble. On a comme des villes périphériques, notamment en région parisienne, on a
je dirais, il y a Montreuil déjà, il y a également Morangis, il y a Choisy-le-Roi, il y a Stein qui s'apprête à recréer un budget participatif, il y a Saint-Denis aussi qui s'apprête, qui, d'après ce que j'ai pu savoir, pourrait relancer un budget participatif aussi. On a également des villes rurales, donc des petits villages ou des villes entre 0 et 20 000 habitants, on va dire. Et puis, on a enfin des petites préfectures, notamment, je pensais à Rodez, qui est une petite préfecture, si je ne me trompe pas, il y a peut-être des Aveyronais ici, qui ont monté des budgets participatifs. Donc ça montre une chose d'abord, c'est que les budgets participatifs s'adaptent en fait à tous les types de territoires, et ils ne sont pas réservés à des petites villes ou des grandes villes, c'est quelque chose d'assez adaptable. Ce qui est marquant, c'est aussi les montants qui sont dépensés pour les budgets participatifs. Le montant, il est aussi le signe d'un engagement, d'une volonté politique. Paris le montre très bien, Paris est à 44 € par habitant, c'est en tout cas en 2016. C'est le budget participatif le plus généreux de France, de très loin. Derrière, on a Grande-Synthe qui est connue, qui actuellement fait l'actualité pour des raisons bien tristes, qui est à 25 € par habitant. Et puis ensuite, on va dire qu'on est sur une moyenne française qui est autour de 12 €, avec, on va dire, une grande partie des villes qui sont entre 9 et 15 €, donc entre 3 € en dessous et 3 € au-dessus. Et puis enfin, on a des villes qui ont des budgets participatifs, mais qui finalement sont très faibles, qui tournent autour de 2 €, 2,60 €. Et je pense notamment à une ville du nord de la France qui s'appelle Marcq, qui est à 2 € par habitant, ou à Belfort, qui était à 2,60 €. C'est des villes qui... alors, on va parler rapidement de gouvernance, mais globalement, les villes qui lancent des budgets participatifs sont des villes qui sont plutôt situées à gauche sur l'échiquier politique. Et on remarque que les quelques villes, à part Morangis, qui ont lancé des budgets participatifs et qui sont plutôt à droite, sont aussi pas forcément les plus généreuses. Alors, est-ce que ces sommes, en fait, ont une influence sur la participation ? Logiquement, on pourrait se dire que oui, a priori, plus vous avez d'argent et plus vous aurez de projets réalisés, plus vous aurez la preuve que le budget participatif fonctionne. Alors, c'est vrai, mais aujourd'hui, on en est à une expérience des budgets participatifs qui date à peu près de 2014 pour les grands qu'on connaît. Et donc, finalement, cette expérience, elle reste encore assez jeune pour vraiment se rendre compte de tout ce que ça peut apporter aux habitants. Donc, il faut aussi prendre en compte le temps que les gens comprennent ce que c'est. Il faut prendre en compte la communication, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'un budget participatif, quand vous demandez à quelqu'un ce que c'est, je ne suis pas sûr que même si on vous avait posé la question avant de venir, vous saviez exactement de quoi il retournait. Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Pardon ? Ah, d'accord, très bien. Très bien. Bon. Je disais pas ça pour tout le monde. Hein. Donc, très bien, donc je note. Donc du coup, on a des budgets participatifs qui sont assez récents, et du coup, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, et même si on peut même y participer, parce que si je vous dis budget participatif, oui, il y a participatif dedans, mais à quel moment je peux participer, comment, c'est des questions que peuvent se poser les habitants. Donc il y a une question de notoriété et de compréhension qui est aussi sous-jacente à ces expériences. Et donc, il faut du temps. Et puis, il faut du temps aussi en interne, puisque, comme l'a dit Madame Véron, on est avec l'idée d'avoir davantage d'horizontalité aussi dans les services. C'est que, généralement, quand un élu décide d'un projet, quand un conseil municipal décide d'un projet, les experts des services techniques sont là pour l'étudier, pour le réaliser. Là, on part complètement sur un autre mode de travail, puisque ce sont les habitants qui proposent des projets. Donc, ça veut dire aussi plus de projets étudiés. Et puis, ça veut aussi dire qu'il faut, vous parliez tout à l'heure des poussettes et de l'aménagement de son quartier, mais il faut aussi prendre en compte l'expertise d'usage des habitants, qui est un point, il faut aussi comprendre, quand on est un expert des services techniques, qu'il faut aussi partager ce pouvoir avec les habitants. Alors, pour conclure, je dirais que, est-ce que c'est une révolution citoyenne, les budgets participatifs ? Oui, à une condition, c'est qu'effectivement, la participation continue de progresser, et donc on leur donne le temps de progresser. Si vous voulez, si ça se passe bien, si les budgets participatifs ont le temps de s'installer,
qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va donner un nouveau droit aux citoyens, le droit de participer au budget de leur ville. Donc donner un nouveau droit aux gens, c'est pas évident, ça demande d'y réfléchir, mais le retirer, ça demande aussi du courage. Et est-ce que c'est forcément un courage qui est à valoriser? Je ne pense pas. Donc oui, ça peut être une révolution citoyenne si on leur laisse le temps de s'installer, et puis ce sera une révolution citoyenne à partir du moment où les gens se seront saisis vraiment de ce nouveau pouvoir qu'on leur donne aujourd'hui. Merci. Donc on voit en fait que la question est posée. On voit qu'en effet ça se développe. Est-ce que c'est un renouveau ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment la révolution que attendent les citoyens? Parce que je rappelle quand même qu'un sondage de TNS Sofres montrait que plus de 70%, pratiquement 80% des Français souhaitaient être beaucoup plus impliqués. Donc Loïc Bondiot, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment au début de cette révolution qui serait plus large d'ailleurs que les budgets participatifs? Bon, je ne vais pas aborder tout de suite cette notion de révolution qui est un peu dévoyée en général et en ce moment en particulier. Donc je vais pas répondre directement à la question. Je vais faire des détours et puis ouvrir la focale. Bon, beaucoup de choses ont été dites sur l'histoire du budget participatif, sur le cas parisien, et je suis tout à fait d'accord avec la plupart de ce qui a été dit. Et je voudrais souligner plusieurs choses. D'abord, dire à quel point l'expérience parisienne est importante dans le moment présent, compte tenu de son ampleur, mais compte tenu aussi de sa visibilité et finalement des attentes qu'elle produit. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que disait Antoine Bézard, il serait dommage qu'il y ait un recul ou un retour en arrière ou finalement une renonciation à ce processus, parce que il joue un rôle, à mon avis, clé en France, mais aussi à l'international. Il est observé assez largement parce qu'il est effectivement l'un des plus intéressants, une des expériences les plus intéressantes à l'échelle internationale. Donc, ça, c'est la première remarque. Donc, faisons attention, quand on est français, on a tendance à voir les aspects les plus négatifs des choses. En général, c'est un trait. On est très critique, et c'est une de nos forces. Mais quand il y a des expériences qui sont relativement fragiles, et tout ce qui relève de la démocratie participative est fragile dans un contexte culturel et politique qui est assez hostile, essayons finalement d'attendre et de regarder ce que ça donne. Alors, mes remarques, elles vont être un peu plus générales, elles vont renvoyer finalement pourquoi ce succès du budget participatif dans l'ensemble des démarches de démocratie participative, pourquoi ce dispositif a des propriétés que n'ont pas d'autres dispositifs. Moi, je lui vois 4 forces principales par rapport à toutes les autres procédures de démocratie participative. La première force, c'est que, et la principale, c'est qu'il y a une vraie articulation de la participation sur la décision. Il y a donc une vraie lisibilité du processus et on sait sur quoi finalement il débouche. Or, la plupart des exercices de démocratie participative sont des exercices sans enjeu, sans véritable finalité et dont le lien avec la décision est relativement et souvent peu clair et peu lisible. Deuxième remarque, c'est un dispositif qui non seulement intègre ceux qui ont envie de participer, c'est-à-dire les publics les plus mobilisés, les plus intéressés, mais aussi ceux qui n'ont envie que finalement d'arbitrer, c'est-à-dire ceux qui sont plus à distance. On pourrait dire qu'il articule les mini-publics les plus participatifs sur un public beaucoup plus large qui peut être amené à choisir, et ça peut être finalement la volonté d'un certain nombre de gens de ne pas s'impliquer. Il y a un droit à l'indifférence en démocratie, mais aussi finalement d'encourager tel ou tel projet par son vote. Donc il y a des niveaux d'implication très différents. Troisième force du budget participatif, et ça a été dit par Antoine Bézard, il y a aujourd'hui, et il faut en tenir compte,
dans un contexte d'indifférence croissante à l'égard des institutions classiques, il y a dans une partie de la population une envie de contribuer à la participation, une envie de faire, c'est-à-dire le sentiment que les citoyens ont des solutions auxquelles les élus n'ont pas pensé et qu'ils peuvent venir finalement inscrire ces solutions dans l'action publique. Or, on conçoit en démocratie très souvent le rôle du citoyen comme un rôle beaucoup plus critique. Alors bon, il désigne des gouvernants qui vont gouverner à sa place, il fait pression sur ces gouvernants, il les interpelle, mais on n'a pas cette dimension positive de la citoyenneté, on ne lui a jamais finalement rendu hommage, on ne lui a jamais donné la possibilité de s'exprimer. Et je pense que le budget participatif, alors ça va bien au-delà de l'expertise d'usage d'un certain point de vue. Il est clair qu'aujourd'hui, les responsables de la décision politique ont bien compris qu'ils avaient intérêt à écouter les citoyens pour construire leurs décisions. Donc, je pense que cette notion d'expertise d'usage s'est progressivement inscrite dans l'action publique ordinaire. Mais là, on a quelque chose d'autre qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une forme de démocratie contributive ou de démocratie du faire. Et puis le quatrième élément que je vois et qui me paraît essentiel dans le budget participatif, c'est cet élément alors qui était très présent à l'origine à Porto Alegre, qu'il est un peu dans l'expérience parisienne, mais qui n'est pas forcément dans toutes les expériences de budget participatif, c'est la fonction redistributrice du budget participatif, qui doit, de mon point de vue, être prévue dans le dispositif lui-même. C'est-à-dire qu'à travers la priorité qui est donnée aux quartiers, à travers les moyens qui sont donnés aux gens des quartiers pour développer des projets, le budget participatif peut jouer ce rôle qu'il ne joue pas naturellement, qu'il ne joue pas spontanément. On pourrait imaginer des budgets participatifs dans lesquels ceux qui ont déjà beaucoup peuvent réclamer encore plus au détriment de tous les autres. À l'origine, dans le budget participatif de Porto Alegre, il y avait cette volonté de justice sociale qui était clairement indiquée, et je suis heureux finalement que la ville de Paris l'ait prise en compte aujourd'hui dans son expérimentation. Alors, le budget participatif, en général, le budget participatif parisien nous permet d'indiquer les conditions pour que la démocratie participative, donc je vais monter d'un cran en généralité, pour que la démocratie participative produise des effets politiques réels et surtout produise les changements politiques attendus, à défaut de révolution. Alors là aussi, quatre conditions qui me paraissent essentielles. La première condition, c'est la volonté politique. Il n'y a pas d'expérience de participation qui fonctionne sans une volonté politique exprimée au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'exécutif local ou de l'exécutif en général. Donc il faut que le maire s'implique dans le discours, dans son programme de manière significative et constante. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets de discours. Bon, tiens, on va faire un peu de démocratie participative et puis finalement le dossier redevient un dossier secondaire et il n'y est plus fait référence dans le discours, des élus. Et ça, c'est, à mon avis, délétère pour la démocratie participative. Il faut une volonté politique constamment réitérée. Pourquoi ? Parce que, pour que les citoyens prennent la chose au sérieux, mais surtout pour que les services prennent la chose au sérieux. L'un des acteurs clés des démarches de participation en général et du budget participatif en particulier, c'est l'implication des services. Il faut que les services au plus haut niveau se convainquent qu'il ne s'agit pas d'une lubie d'élus ou d'une mode qui sera finalement éphémère et qu'il s'agit d'une vraie volonté politique. Et à cette condition-là, ça peut fonctionner. La deuxième condition, me semble-t-il,
c'est qu'il y ait une vraie professionnalisation des démarches de démocratie participative. C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. J'ai créé à la Sorbonne un master d'ingénierie de la concertation parce que je pense que ce sont des démarches qui ne s'improvisent pas, qui exigent des savoir-faire, qui exigent des outils. On a parlé des outils numériques, c'est une évidence, mais qui finalement nécessitent l'implication d'acteurs dans les collectivités locales ou à l'extérieur qui savent. Et aujourd'hui, ce qui me frappe et ce qui me paraît relativement encourageant, c'est cette professionnalisation d'un certain nombre d'acteurs qui sont capables d'accompagner les services, de développer les outils. Je sais que dans le budget participatif parisien, il y a une application qui a joué un rôle très important dans la coordination des services en matière de participation. Tout ça, c'est essentiel et on voit trop d'expériences improvisées, d'élus qui s'improvisent eux-mêmes animateurs de la participation et qui ne fonctionnent pas. Troisième condition pour que ça fonctionne, et ça, je pense que c'est un risque qui menace de nombre de démarches de démocratie participative. Et Pauline Véron y a insisté, et ça me paraît essentiel, c'est que la démocratie participative doit donner ou permettre des espaces pour que les citoyens s'organisent, se mobilisent, discutent entre eux, se retrouvent, échangent, au-delà d'un dialogue, d'un jeu d'offres et de demandes entre les élus et les citoyens. Il n'y a pas de démocratie participative qui fonctionne réellement sans une mobilisation et autonome des citoyens, sans qu'ils soient capables finalement de s'organiser pour être plus efficaces, pour être plus influents, etc. Et si la démocratie participative n'est pas un prétexte pour cette auto-organisation des citoyens, elle restera quelque chose qui relèvera au mieux d'une forme de communication améliorée entre les élus et les citoyens, mais il n'y aura pas de changement politique réel. Et puis, dernier élément, il faut aussi, alors est-ce que le budget participatif parisien répond à cela? Ça, j'en sais rien. Il faut aussi que les élus prennent des risques, qu'ils ne cherchent pas à tout verrouiller, c'est-à-dire qu'ils acceptent finalement de perdre la main à certains moments. Or, il y a une tentation, ils ont tout à fait les moyens de verrouiller les dispositifs, de les contrôler, de faire en sorte que ça ne produise pas de contestation ou de critique ou de solutions réellement nouvelles. Et ça me paraît absolument essentiel. On sait bien que les élus ont été élus sur un programme, qu'ils sont contraints par ce programme, qu'ils ne peuvent pas le remettre en cause complètement. Il ne s'agit pas de substituer la démocratie participative à la démocratie représentative, mais il faut néanmoins accepter cette prise de risque. Alors, dernière série de remarques. Alors, est-ce que l'hirondelle parisienne fait le printemps de la démocratie? C'est pas sûr du tout. Si on regarde la situation aujourd'hui en France de la démocratie participative, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des expériences, des initiatives, des collectivités locales qui se sont engagées de manière sérieuse dans ces démarches, mais elles restent aujourd'hui minoritaires. La culture politique française, en général, reste assez hostile à ces évolutions, alors même qu'on l'a dit, une partie des citoyens. Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les citoyens veulent de la démocratie participative. Une bonne partie reste indifférente, ne sait pas, ne s'intéresse pas à ces démarches, mais une fraction, et en particulier, je pense qu'il faut insister là-dessus,
dans les catégories de citoyens les plus jeunes, il y a une disponibilité pour la participation et qui est de plus en plus forte, et une allergie à la représentation et à l'autorité qui s'impose d'en haut, qui l'est aussi de plus en plus. Donc, je pense que ça va demander du temps. Je pense qu'il y a des forces qui restent assez hostiles à la participation. Et puis, je pense, alors ça, c'est un point qui me tient de plus en plus à cœur, c'est que le sort de la démocratie participative ne se joue pas uniquement dans les espaces de démocratie participative et dans les expériences de démocratie participative. L'un des paradoxes de la situation actuelle de malaise démocratique, de crise démocratique majeure, c'est que les solutions politiques qu'on peut lui donner ne suffiront peut-être pas à produire de véritables changements. Qu'est-ce que j'entends par là ? On a aujourd'hui une société dans laquelle la plupart des institutions qui ne sont pas les institutions politiques ne fonctionnent pas de manière démocratique, ne contribuent pas à la participation citoyenne. Je pense à l'école. Vous avez insisté sur le rôle éminent de l'école, mais pour moi, l'école, aujourd'hui, est la clé de tout changement politique. Lorsqu'on formera véritablement des citoyens à l'école et non pas des sujets politiques, ça changera. Et ça prendra du temps, évidemment, et on en est très loin. Il y a des expériences aujourd'hui, mais les formes de pédagogie qui sont pratiquées aujourd'hui dans le système scolaire français restent très autoritaires, quoi qu'en disent les tenants d'une vision régressive ou réactionnaire de l'école, des formes de pédagogie très autoritaires qui ne donnent pas confiance aux citoyens, qui ne les équipent pas en capacité de coopération, d'expression politique, d'imagination, de créativité. Et donc, une démocratie sans citoyens, ça ne peut pas véritablement fonctionner. Et puis, je pense aussi aux entreprises, pour reprendre une autre école, où effectivement, les citoyens sont de plus en plus soumis à des dispositifs d'autorité, ont de moins en moins la possibilité, ils n'ont jamais vraiment eu en France, mais les choses ne s'arrangent pas, de s'exprimer sur, alors la stratégie de l'entreprise, n'en parlons pas, mais même sur leurs conditions de travail. Et donc du coup, comment veut-on faire participer des citoyens qui finalement ne sont pas armés, ou en tout cas ne sont pas formés à agir comme tel. Et donc du coup, je salue l'expérience du budget participatif parisien. Je pense qu'on peut aussi en discuter les limites. Une des limites principales que je vois, c'est compte tenu de l'énergie qui a été mise dans cette affaire, compte tenu de l'implication des services, je sais qu'ils se sont vraiment impliqués pour beaucoup d'entre eux de manière très forte. Pourquoi en rester à 5% ? Non, mais très sincèrement, je pense qu'on peut élargir ça, et là, ça deviendra vraiment un exercice extrêmement sérieux de participation. Je crois, pourquoi continuer à être aussi petit bras. Alors les chiffres sont énormes, 44 €, et ça je concède par exemple que New York, c'est ridicule par rapport à ça, ou Chicago, etc. Des expériences dont on parle beaucoup, mais pourquoi en rester là pour vraiment changer d'échelle ? Voilà. Merci. Écoutez, moi, je vais remercier quand même très fortement les trois intervenants parce qu'ils ont vraiment fait, je pense, un tour assez complet, ce qui amènera peut-être moins de questions, mais je suis sûr que vous en avez beaucoup. Je voudrais, avant de vous donner la parole à la salle, je voudrais savoir si Antoine et Pauline, vous souhaitez déjà peut-être reprendre un certain nombre des interventions. Merci, je veux bien rebondir sur 2-3 choses parce que Loïc, comme d'habitude, Blondiot nous pousse à aller toujours plus loin et c'est bien normal. Sur la dimension positive que vous évoquiez dans le fait que ce soit une participation citoyenne qui amène les gens à faire des propositions constructives et des choses positives et pas forcément venir pour
dire qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas, qu'on peut connaître par exemple dans les conseils de quartier. Ça, c'est vrai que ça a été très frappant dans l'expérience du budget participatif parisien, parce que finalement, il y a peu de propositions qui viennent pour dire parce qu'il y a telle chose qui ne va pas ou telle chose qui ne va pas. On est vraiment dans des projets, des propositions d'intérêt général. Ça, c'était très frappant. Comment faire pour que les choses fonctionnent mieux, que ce soit plus joli, plus vivable et que ça aille mieux. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous incite à continuer ce type de démarche. Pardon. Sur la construction d'un petit français et d'un grand français futur plus participatif et plus citoyen. Pardon. On a mis en place justement des ateliers citoyens en se disant comment faire pour que les Parisiens puissent véritablement se saisir des outils que l'on met en place. Il faut peut-être un peu plus former, donner la possibilité aux Parisiens de se former. Donc on a mis en place des ateliers citoyens qui sont, on peut s'inscrire, c'est gratuit, pour comprendre le fonctionnement de la ville de Paris, comment fonctionne le budget, comment fonctionne la mise en place d'un projet. Et on a fait des ateliers qui sont aussi pour les enfants. Donc on a essayé d'intégrer cette dimension de... Comme un élu ne s'improvise pas non plus forcément un élu participatif, un citoyen aussi, ça s'apprend de devenir un citoyen, un acteur, un citoyen actif qui participe. Et pour comprendre les enjeux, et donc on essaye de leur donner les outils pour cela, pour participer encore plus et encore mieux. Et puis une dernière chose sur les perspectives d'aller encore plus loin dans le budget participatif. Moi, j'ai plutôt une réflexion sur comment aussi faire participer les citoyens sur le budget dans la partie recettes. Parce que là, on parle beaucoup des dépenses avec les citoyens, comment on pourrait dépenser autrement l'argent ou en définissant des priorités. Mais je crois que l'exercice aussi de comment construire un budget, c'est aussi comment on trouve les recettes. Et là, il y a une pédagogie et du coup, amener les Parisiens à réfléchir à finalement qui doit contribuer le plus, comment, entre les acteurs économiques, les touristes, les Parisiens qui vivent, quels Parisiens. Je crois que là, on touche à des sujets très fondamentaux de la démocratie, qui est l'impôt, qui doit contribuer. Je pense qu'on pourrait aller vers, et j'aimerais bien, et je commence à y réfléchir, à comment on pourrait faire participer et faire en sorte que les Parisiens nous proposent des idées quant aux recettes. Antoine, Thierry ? Alors sur le point de la question et des ressources, il y a aussi des expériences de budget participatif. Alors il y en a une en France à Laune-Plage, c'est un petit village, c'est un village de 6000 habitants qui est dans le nord également, et qui a fait travailler ses habitants sur comment on fait des économies en fait. Non, c'est pas un budget participatif pour avoir plus, mais un budget participatif pour réaliser des économies sur le budget. Ça pas trop mal marché. Après, c'est la première fois qu'ils le font. A priori, ils ne devraient pas le refaire. Mais c'est des choses qui ont été... Alors, je ne pense pas que ce soit exactement ce que vous disiez, Madame Véron. Mais il y a aussi, oui, effectivement, des ouvertures possibles qui peuvent aller dans les deux sens. Puisque la participation au budget, finalement, c'est associer les citoyens à la décision budgétaire. Ce n'est pas forcément aller vers plus d'équipements ou plus de l'infrastructure dans sa ville. Merci.